Bonjour, donc moi effectivement Nicolas Locher, je suis coach agile. Euh, Coach agile en société de conseil, donc avec l'expérience d'arriver dans tout un tas de contextes différents et d'essayer de m'y adapter, de voir qu'est-ce qu'on peut faire à chaque fois. Et j'ai presque envie de dire que j'ai tout le temps été coach agile. Parce qu'en fait, j'ai démarré ma carrière dans l'industrie du jeu vidéo. Vous parliez de produits, en termes d'organisation produit, cette industrie elle le fait nativement. Et puis toute la façon de faire, même au début des années 2000, c'était déjà une façon de faire qui utilisait pas mal d'éléments d'agilité. Donc c'est plus quand je suis sorti de cette industrie que je me suis rendu compte qu'ailleurs, on n'utilisait pas du tout ces principes-là, qu'on avait des approches de gestion de projet qui créaient des difficultés entre les personnes, entre les départements. Je travaillais à l'international avec des gens parfois sur différents sites et ça posait jamais le moindre problème. Et donc voir tout ça, je me suis dit, il y a quelque chose à faire et c'est comme ça que j'en suis venu à accompagner sur ces sujets-là. Alors un accompagnement qui a commencé, pour moi en tout cas, aux alentours de 2010. Et du coup, à un moment où en France, on est encore majoritairement dans de la transformation au niveau équipe. Et puis quelque chose qui s'est fait graduellement avec le passage à des niveaux de département pour aller vers des transformations d'entreprise. Et pour moi, les premières expériences d'agilité à l'échelle, c'était notamment dans un milieu que Yves connaît, parce que c'était chez AXA aux alentours de 2013-2014. C'était pas les premières en France, mais enfin, pas loin. Et donc aujourd'hui, je continue à accompagner là-dessus. Alors, on reste à des niveaux aujourd'hui plus stratégiques, j'ai envie de dire, peut-être plus facilement à des niveaux de COMEX. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours la dimension du sponsorship lors d'un accompagnement qui est extrêmement importante. Et pour autant, on garde toujours un lien avec le terrain, manière ne serait-ce que de vérifier la vision qui est affichée par un COMEX. Et puis sur le terrain, le développeur qui vous dit lors d'un déjeuner le midi, ah non, mais j'avais pas du tout compris ça, moi. Et donc c'est toujours intéressant de garder tout ça. Alors, pour démarrer, aujourd'hui, alors on fait un petit exercice avec Frédéric, c'est qu'il essaie de synchroniser la présentation avec mon discours. Sinon, j'ai pas mes notes et c'est un petit peu compliqué. Donc, pour démarrer, un petit mot de warning. Euh, Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de Scrum. Je ne vais pas vous parler de Kanban, je ne vais pas vous parler de framework. Tout ça, c'est des gros mots derrière lesquels on se cache. Et pour vous parler finalement du futur de l'agilité, de son évolution, on va vous parler de l'humain et revenir aux sources. Alors parler de l'humain, mais parler de l'humain dans son contexte. Et je vais essayer de prendre un petit peu de hauteur pour voir dans quel environnement on se situe et en quoi cela peut impacter sur l'agilité. Alors, certains des sujets que je peux évoquer peuvent être aussi des sujets politiques. C'est pas du tout mon propos ici. Donc, c'est juste des éléments qui vont me servir à illustrer notre environnement et essayer de comprendre à quoi va ressembler l'agilité demain. Alors, futur de l'agilité, pour ceux qui sont un petit peu pointilleux, ils vont se dire, mais il y a un problème parce que l'agilité n'est pas dans la prédictibilité. Je vous rassure, il n'y a pas de paradoxe. Il ne s'agit pas d'un seul coup d'essayer de deviner comment les choses vont se faire. Il s'agit bien toujours de s'appuyer sur notre expérience afin d'arriver à comprendre à quoi va ressembler l'organisation de demain. Alors, pour parler de tout ça, je vais passer à travers 3 étapes. Premièrement, on va donc parler de l'agilité aujourd'hui, avec les questions du phénomène de mode autour de l'agilité, comprendre ce qu'est au fond l'agilité et comment elle est implémentée aujourd'hui dans les organisations. Ensuite, on abordera la dimension de l'agilité en tant qu'éco-sociétale à travers différentes crises que nous traversons aujourd'hui, une crise économique et sociale, une crise environnementale et enfin une rupture générationnelle qui vont nous servir d'éclairage. Et fort de cet éclairage, on essaiera de dessiner finalement l'entreprise agile de demain, l'entreprise du futur, et essayer de comprendre quels sont les challenges qu'elle doit relever. Avec une question de sens, une question de modèle économique, et puis la problématique de transformation, et on verra que finalement, ce n'est pas tellement de la transformation, c'est peut-être autre chose. Et donc, pour démarrer, on va répondre très clairement à la question du phénomène de mode de l'agilité. Est-ce que l'agilité est un phénomène de mode? Eh bien oui. Oui, c'est un phénomène de mode, on en entend parler partout. Il ne se passe pas un moment sans qu'il y ait une nouvelle implémentation de quelque chose avec des vrais morceaux d'agilité dedans. C'est le buzzword. Alors si vous êtes dirigeant d'entreprise, que vous n'avez pas fait votre transformation agile, vous êtes has-been. Et oui, le week-end, vous n'avez rien pour discuter avec vos pairs sur le terrain de golf. Faut se dépêcher là.
C'est urgent. Alors c'est un phénomène de mode, mais attention, c'est un phénomène de mode qui est là pour durer. Il faut que je vous partage que je suis régulièrement sollicité par des étudiants qui sont en train de réaliser leur mémoire de fin d'études pour échanger avec eux, notamment sur des problématiques d'entreprises libérées. Et je l'ai été encore ces 2 dernières semaines. Mais c'est nouveau, j'ai été également sollicité par une étudiante qui se posait la question de qu'est-ce que c'était que le métier de coach agile et qui voulait en faire son métier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui séduit dans l'agilité au point de dire ça peut être un métier d'avenir, y compris lorsqu'on est étudiant. Or, comme d'habitude, si on parle de phénomène de mode et en même temps on se dit que c'est là pour durer, c'est que quelque part il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Et je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà entendu parler d'un cargo cult, mais un cargo cult, culte du cargo en français, c'est un événement qui est arrivé à différents endroits de la planète lorsque, à l'époque du colonialisme, des peuplades indigènes se sont trouvés confrontés à une science, une technologie qu'elles ne comprenaient pas. Et ce qui est étonnant, c'est que de manière similaire, à ces différents endroits, on a eu les mêmes effets. Donc on avait les colons qui arrivaient avec leur matériel, débarqués par caisse via des avions. Et puis, au moment du départ, les indigènes ont voulu essayer de reproduire la même chose. Et elles ont créé de fausses pistes d'atterrissage, des avions en bambou, se sont collés 2 bouts de noix de coco sur la tête et se sont mis à prier le ciel pour que les dieux veulent bien délivrer les ressources. La problématique aujourd'hui, c'est qu'on ne comprend pas réellement l'agilité et pour ça, il faut retourner aux sources. L'agilité ne naît pas en 2001 avec le manifeste agile comme on a pu trop souvent le croire. Déjà, il faut se rendre compte qu'un framework comme Scrum est écrit en 1995. Il se base sur des articles de chercheurs japonais, Takeshi Naka, qui datent de 87. C'est intitulé The New Product Development Game. Lorsqu'on parle du Lean, on a évidemment tous en tête la référence de Toyota avec le Toyota Production System. Mais en même temps, il faut savoir que dans les années 20, il y a un Américain qui commence à implémenter des mécanismes de Lean. Il commence à mettre en place des démarches de flux continu et d'amélioration continue. Dès 1923, et il publie un premier papier en 1925. Plus tard, il y a un livre, début des années 50, qui est publié, qui s'intitule Principle of Mass and Flow Production, et reprend une partie de son travail. Cet Américain se nommait Woolard. Et puis, si on remonte encore un peu plus loin, à l'époque de Taylor qui quand même disait « l'ouvrier est là pour exécuter des gestes savamment calculés pour lui ». On n'est pas du tout dans une démarche agile. Mais à son époque, il y avait un autre monsieur qui s'appelait Gil Bress. Et Gil Bress, lorsqu'il intervenait en entreprise, ce qu'il faisait, c'est qu'il demandait à voir l'ouvrier le plus fainéant. Parce que le plus fainéant, il a forcément trouvé comment s'économiser des gestes. Et du coup, il y avait déjà une démarche de Lean. Alors, breaking news, l'agilité, c'est pas coller des post-it partout. Même si, des fois, je me dis, j'aurais dû investir chez 3M, je serais riche aujourd'hui. Non, c'est pas coller des post-it partout. L'agilité, c'est en fait une réponse à la complexité de notre environnement. Et cette complexité, vous allez me dire, mais du coup, pourquoi est-ce qu'on parle de l'agilité maintenant ? Parce qu'elle a toujours existé. Alors, pour comprendre ça, il faut passer à l'évolution en fait, de nos sociétés tout au long du XXe siècle et essayer de bien définir ce qu'est la complexité, d'un point de vue science de la complexité. On emploie parfois le vocabulaire compliqué, complexe, pour dire tout et n'importe quoi, et on ne parle pas forcément des vrais sujets. Ce qui est complexe, c'est un environnement dans lequel, sous les échanges entre les individus, va apparaître spontanément des caractéristiques nouvelles, absentes de l'environnement à son départ. C'est un mécanisme d'émergence. C'est-à-dire que vous avez des individus qui ont un certain nombre de compétences, de caractéristiques, et sous l'effet des interactions, on va susciter l'apparition de caractéristiques nouvelles. Or, au XXe siècle, qu'est-ce qu'on développe ? La société de communication. C'est-à-dire qu'on démultiplie les échanges. Vous allez passer de la mort d'Abraham Lincoln, un moment où il va falloir 12 jours pour que l'information parvienne en Europe, à la mort de Michael Jackson, un édit sur Wikipédia moins de 2 heures après l'appel au 911. En fait, l'agilité, si on en parle beaucoup aujourd'hui, c'est tout simplement du fait de l'accélération exponentielle de ces échanges.
qui fait qu'on ne peut plus aujourd'hui ignorer ces mécanismes d'émergence. Alors maintenant, pour en donner une définition, une première définition que je voudrais vous partager aujourd'hui, c'est celle d'Alistair Cockburn, qui est l'un des signataires du Manifeste Agile, et qui nous dit que l'agilité, c'est la livraison rapide de valeur et moins de bureaucratie. Ça a le mérite d'être relativement simple. Ça cache un petit peu les mécanismes qui sont sous-jacents derrière et pourquoi finalement on cherche à livrer rapidement de la valeur avec moins de bureaucratie. Du coup, je vous en propose également une autre définition. Et cette définition, c'est de dire que l'agilité, c'est de reconnaître l'inévitabilité du changement et s'y adapter au plus vite, au plus juste, avec la meilleure qualité et au moindre coût possible. Alors, l'inévitabilité du changement, c'est ce qui fait que vous êtes en permanence à prioriser par la valeur, parce que si jamais il y a un changement, vous voulez vous assurer que au moins ce sur quoi vous avez travaillé est l'élément qui délivre le plus de valeur, et pas avoir perdu quelque chose qui devient inutile. Au plus vite, pour s'assurer que dès lors qu'il y a un changement, tout ce que vous avez fait a été suffisamment bien morcelé pour pouvoir commencer à rapporter cette valeur. Au plus juste pour être pertinent par rapport à ce nouveau contexte. Et puis, le moindre coût, la meilleure qualité, évidemment pour toujours respecter cette idée de valeur et surtout préparer vos ressources pour faire face au prochain changement. Alors un petit mot de warning sur coût et qualité. On ne parle pas de coût et qualité de manière absolue. On parle de coût et de qualité relatifs à vos environnements, relatifs à un client. Et c'est lui qui met la barre. Il ne s'agit pas de faire de la qualité absolue pour le plaisir. Alors aujourd'hui, évidemment, on entend beaucoup parler de tout ce qui est agilité à l'échelle. Du coup, je vous en propose une autre définition cohérente avec la première. L'agilité à l'échelle, c'est démultiplier les capacités de résilience, d'innovation, de l'organisation, de manière plus rapide que sa taille n'augmente. Autrement dit, à l'échelle, ce que vous cherchez, c'est à être encore plus réactif face au changement, du fait de la multiplication des personnes impliquées. Et si jamais, à l'échelle, vous êtes moins réactif, c'est tout simplement que vous ne faites pas d'agilité à l'échelle. Ainsi, lorsqu'on entend parler des entreprises libérées, ces entreprises où les gens sont libres d'entreprendre toutes les actions qui leur semblent les plus pertinentes pour l'entreprise. On n'est pas face à une dérive vaguement hippie de bonheur au travail. On est finalement dans une expression de l'agilité à l'échelle à son extrême. Chacun capable de réagir face à l'environnement. Alors pour résumer sur ce qu'est l'agilité, on est tout d'abord face à un changement de paradigme. On passe d'un univers de prédictibilité, et si vous regardez bien, toutes nos approches de gestion de projet sont basées sur cette idée que si on s'y prend suffisamment bien, on va être capable de dire comment les choses vont se dérouler, à un postulat de changement qui est ce qu'il est, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que l'on recherche et qu'on apprécie, on ne s'est pas d'un seul coup amené à aimer le changement, mais pour autant il est inévitable et on va essayer de s'y adapter, de réagir sur le terrain, au plus près de l'action, décider de faire la passe ou de marquer. On est aussi dans un système où on va quitter tout ce qui approche de command and control pour aller vers de l'autonomie. Et vous le voyez, c'est assez logique. Si vous voulez être plus réactif, vous avez tout intérêt à réduire votre chaîne de commande. Quelqu'un qui est autonome prend une décision sur le terrain et peut régler un problème tout de suite. Dernier élément aussi, un élément en rupture culturelle bien souvent dans tout un tas d'entreprises, c'est de quitter l'idée de faire du zéro défaut, de ne jamais pouvoir tolérer le moindre échec, pour aller vers un droit à l'erreur, et j'ai même envie de dire un droit à l'essai. Alors avec les cultures de zéro défaut, total quality management, ça peut faire un gap assez important pour les organisations. Pour autant, à l'époque de l'aviation, on n'aurait jamais fait le premier vol motorisé si on n'avait pas eu ce droit à l'essai. Et les frères Wilbur et Orville Wright, lorsqu'en 1903 ils font leur premier vol motorisé, c'est pas qu'ils sont plus intelligents que les autres, c'est pas qu'ils sont mieux financés. On a d'ailleurs un Américain à l'époque qui est suivi par tous les journaux et qui a un financement monstrueux et qui pour autant n'est pas le premier à réussir. Mais simplement, les frères Wilbur et Orville Wright, ils se sont crachés un plus grand nombre de fois.
Et ils ont procédé par essai-erreur. Alors, attention, parce que essai-erreur, droit à l'essai, c'est pas non plus faire n'importe quoi. Il ne s'agit pas d'avancer les yeux bandés au-dessus du précipice. On va créer le cadre pour faire cet essai. Un cadre qui nous permette le maximum de sécurité et qui puisse réduire l'impact d'une erreur. Si vous êtes en permanence en train d'enchaîner la même erreur, c'est plus du droit à l'essai, c'est du masochisme. Alors aujourd'hui, en entreprise, on en est où? Eh bien, j'ai envie de dire, il y a une première chose, c'est qu'à quel moment, jusqu'à présent, je vous ai parlé d'IT. L'agilité n'a rien à voir avec l'IT. On n'est pas face au nuage de Tchernobyl qui va s'arrêter à la frontière des départements. L'agilité est quelque chose de global pour l'organisation. Le changement ne s'arrête pas aux portes de nos départements. On est donc face à une philosophie, une façon de voir les choses, qui doit quitter le pur domaine, le seul domaine de l'IT. Et on le voit aujourd'hui, finalement, on est encore assez loin du compte, puisque la plupart des transformations agiles restent encore majoritairement IT. C'est en train de changer, et il a pu m'arriver de faire des interventions dans des entreprises où l'approche n'est même pas IT du tout. Mais on a encore ce bout de chemin à faire, et puis ce faisant, les premières expérimentations ont montré qu'il y avait un certain nombre de difficultés qui surgissaient. Et celles-ci sont encore relativement émergentes. Je vais vous en partager 3. La première d'entre elles, c'est la question du rôle du manager. À partir du moment où vous avez mis en place des équipes autonomes, auto-organisées, qui sont donc relativement à plat, à un moment donné, toute la couche de middle management se demande à quoi elle sert. Si les gens sont autonomes, finalement, comment est-ce que je peux les soutenir? Et là, on est dans une véritable transformation, qui était d'ailleurs assez bien illustrée par le discours d'Étienne, qui est qu'en tant que manager, il va falloir se mettre au service des équipes. Et on peut reprendre cette phrase d'Antoine de Saint-Exupéry, qui dit que si tu veux construire un bateau, il ne s'agit pas de dire à tes hommes et femmes comment s'organiser, de leur donner les ordres et toutes choses de manière à construire ce bateau, mais de faire naître en eux le désir de la mer. On est bien dans ce rôle du manager qui doit faire naître dans ses collaborateurs le désir de la mer. Donc toute une notion qui est relativement émergente encore aujourd'hui. Deuxième élément, c'est que à partir du moment où vous aplatissez les organisations, vous avez aussi une problématique de gestion des carrières et de gestion de la récompense individuelle. Effectivement, on a tendance à faire progresser les gens à travers un modèle hiérarchique, managérial, mais aujourd'hui qui ne va plus s'appliquer dans la plupart des situations. Et puis, les approches produits, l'organisation en feature team, va nécessiter d'avoir des gens qui vont avoir non pas une, mais même plusieurs expertises. Et on voit l'émergence aujourd'hui dans certaines entreprises de nouveaux développements de chemins de carrière basés sur ces notions d'expertise. Avec des gens qui vont développer une certaine polyvalence, qui vont devenir de véritables léonards, capables tour à tour d'être architectes, médecins ou peintres. Enfin, dernier élément et dernier challenge aujourd'hui dans les organisations, encore relativement émergent, c'est celui de la motivation. Et je pense que cette image, si elle peut s'ouvrir, n'est pas non plus très éloignée de ce que vous pouvez vivre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la motivation fonctionne encore majoritairement sur le principe du bâton et de la carotte. C'est la motivation extrinsèque. Pourtant, c'est une motivation où on nous a montré depuis les années 60 qu'elle était totalement inefficace. Hormis le cas où vous êtes dans un travail qui ne nécessite aucune réflexion intellectuelle, le fait de mettre sous pression quelqu'un, de lui donner une récompense, va à la fois le rendre moins performant et le désengager beaucoup plus rapidement. Alors j'en veux pour preuve cette expérience rapportée par Dan Pink dans son livre « La vérité sur ce qui nous motive », faite auprès d'une classe de maternelle, où on a un groupe d'enfants qui dessinent, naturellement, qu'on scinde en deux, et il y a un de ces groupes auprès de qui on va distribuer un bonbon à la fin du dessin. Et puis on observe l'autre groupe, on ne lui donne pas de bonbon, et on regarde ce qui se passe. Eh bien, au bout de quelques semaines, le groupe qui reçoit un bonbon dessine moins longtemps que l'autre. C'est-à-dire que ce qui était un loisir particulier et agréable de l'enfant, d'un seul coup se retrouve associé à une espèce de travail. Et il va falloir finalement que je le fasse le plus vite possible pour aller jouer et m'occuper avec mes camarades.
Pourtant, au départ, c'était bien un jeu. Alors, ce qui est grave dans tout ça, c'est que vous pouvez retirer le bonbon. Vous n'augmenterez pas le temps de dessin. Une fois que vous avez cassé cette motivation, c'est mort. Alors, aujourd'hui, ce que nous dit Dan Pink, c'est que le système de motivation qui fonctionne, c'est celui de la motivation intrinsèque. Ce qu'il appelle la motivation 2.0, par opposition à la 1.0 qui est la motivation extrinsèque. Et la motivation intrinsèque, elle a besoin de 3 ressorts pour s'exprimer. Le premier, c'est l'autonomie. Celui-là, ça va. On voit qu'à travers l'agilité, c'est quelque chose sur lequel on travaille et qu'on essaie de développer. Mais les 2 autres, le sens et la maîtrise, au sens de développement des compétences, sont encore des choses qui sont relativement émergentes. La plupart des sens dans les organisations, des visions, sont encore largement imparfaits. Alors je vous le révèle, mais une vision de faire 1 milliard de chiffre d'affaires, c'est pas un sens. Ça fait pas partie des choses qui sont motivantes intrinsèquement. Et puis le développement des compétences, notamment à travers tout ce qui est soft skills, là aussi c'est quelque chose de relativement émergent. Et une des conséquences souvent des accompagnements agiles, c'est, au-delà de l'accompagnement managérial, le travail sur le développement des compétences de chaque individu dans l'organisation, de manière à faciliter la collaboration. Alors pour résumer sur cette première partie, oui, l'agilité c'est bien un phénomène de mode, mais qui est là pour durer parce que c'est un changement de paradigme. Et on passe de cette idée de prédictibilité à l'idée de changement. C'est aussi une philosophie globale d'entreprise, et qui ne se contente pas à un seul département. Et sur lequel, on le voit aujourd'hui, il reste encore beaucoup à faire. Et tout ça explique que, avec le travail à faire sur les managers, le travail sur les expertises ou la motivation, on soit encore là pour un certain nombre d'années. Alors maintenant, pour aborder notre deuxième partie, il s'agit de comprendre dans quel environnement nous nous inscrivons. Et notre environnement est en crise multiple. Crise économique et sociale, crise écologique et rupture générationnelle. Cette crise économique et sociale, pour démarrer par celle-ci, revêt plusieurs aspects. On a une première problématique qui est une triple crise de confiance. On est dans une espèce de paradoxe parce qu'aujourd'hui, l'information n'a jamais été aussi massive et aussi instantanément disponible. Et pour autant, on lui fait de moins en moins confiance. On se retrouve heurté à tout un tas de théories conspirationnistes. Alors on pourrait citer les théories autour des vaccins, de la 5G, même du port des masques par rapport au Covid, qui se répandent de manière extrêmement rapide via le développement des réseaux sociaux, Internet et son relatif anonymat. Les Anonymous, au départ, est un collectif pour la liberté d'expression des individus. Et aujourd'hui, se transforme finalement en un ramassis de récriminations individuelles. Cette perte de confiance envers l'information, avec tout ce qui est fake news, se retrouve également dans une perte de confiance vis-à-vis de nos gouvernements et de nos politiques. Il faut dire que là aussi, les exemples sont relativement nombreux. En France, on pourrait citer Thomas Thévenoud et sa désormais célèbre phobie administrative. Alors sachez que c'est une marque verbale. Il l'a déposée en tant que marque verbale. Il y en a, il ne perd pas le nord, hein, mais je suis admiratif. Donc potentiellement, je dois un petit peu d'argent aujourd'hui. Donc Thomas Thévenoud, les emplois fictifs de François Fillon, Jérôme Cahuzac, ministre délégué du budget, fraude fiscale, c'est pas mal. Donc effectivement, difficile de faire confiance dans nos hommes politiques aujourd'hui. Et alors je ne vous parle même pas de Donald Trump, qui est un même à lui tout seul. Dernier élément de cette crise de confiance, ça va être la perte de confiance dans les entreprises. Alors, ces logos vous évoquent certainement un certain nombre de choses, mais au-delà de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que suivant un baromètre annuel Elan et Delman, seulement 1 personne sur 2 dit avoir confiance dans l'entreprise. Suivant un sondage Elable, le premier mot qui vient à l'esprit lorsqu'on parle d'entreprise, c'est le mot méfiance. Alors effectivement, je ne sais pas si c'est juste la France ou si c'est global, il faudrait que je vérifie. Mais effectivement, si on regarde, ne serait-ce que la dernière expérience avec Wirecard, 428 millions d'euros d'actifs pour 3,2 milliards de dettes, on n'est pas prêt de continuer, de retrouver confiance dans l'entreprise. Autre élément de la crise économique et sociale, c'est la rupture du modèle de travail. Alors, rupture du modèle de travail qui était déjà émergente
à travers notamment l'arrivée de multiplicité d'employeurs, les contrats de travailleurs indépendants qui ont pu être symbolisés notamment par les travailleurs Uber, qui se retrouvent à faire ça en plus de leur travail habituel, et la cassure de la relation envers l'employeur unique à vie. Et puis tout ça accéléré évidemment sous l'effet de la crise du Covid-19 et à travers le confinement. Le télétravail massif qui en a résulté a montré plusieurs choses. Déjà, il a montré que c'était possible, dans la plupart des cas. Que dans la plupart des cas, nous pouvions travailler sans avoir la supervision d'un chef direct. Il a aussi créé chez le salarié un sentiment de liberté, qu'il va être difficile de reprendre, et d'autonomie. Autre élément de ce télétravail, c'est qu'il fait naître aussi un certain nombre de risques. Alors, des risques psychosociaux, des problématiques de désengagement, de démotivation, parce qu'on perd le lien avec ses collègues, mais aussi des risques de burn-out. Parce qu'on s'est rendu compte, contrairement à ce qu'on pensait, que finalement, le salarié en télétravail avait tendance à plus travailler, faire moins de temps de pause, transformer le temps de trajet en temps de travail. Moi, j'ai 1h30 de trajet sur Paris, en moyenne. Donc 3 heures par jour que je récupère. Alors, tout cela est finalement, quelque part, une espèce de justification de la théorie de Douglas MacGregor, la théorie Y, qui nous dit que, laissé libre à lui-même, l'individu va employer son intelligence non pas pour tricher, pour fainéantiser, mais pour travailler, réaliser des choses et essayer de s'accomplir. Pour autant, c'est quelque chose qui doit être vraiment pris en compte par les entreprises aujourd'hui pour éviter de futures crises. Autre élément avec le télétravail, eh bien, c'est une remise en cause de la valeur du travail. On s'est rendu compte, au début du télétravail, que d'un seul coup, nous nous mettions à travailler plus rapidement. Enfin, une fois qu'on avait enfermé les enfants dans les placards. Ben oui, parce qu'on était moins dérangés, moins de réunions inutiles, moins de task switching. Alors je vous rassure, on est sauvés. Les réunions sont revenues assez rapidement avec les visioconf, et on en a de plus en plus, il n'y a pas de problème. Mais pour autant, effectivement, on s'est rendu compte que nous travaillions sur parfois un certain nombre de choses qui étaient totalement inutiles. Et puis, on a pu poser la question, finalement, de la valeur ajoutée des travailleurs et des emplois, en se demandant si l'infirmière, le caissier, l'employé du service de nettoyage de la mairie ne faisait pas un travail plus important que le financier, le consultant, et je ne vous parle même pas du coach agile. Alors, dernier élément à rajouter sur cette dimension du télétravail, c'est une problématique encore relativement émergente, qui est du financement du coût du télétravail. Et aux Pays-Bas, on s'est rendu compte que, finalement, le fait de télétravailler pour un salarié, ça avait un coût non seulement à travers le mobilier qu'il utilise, le matériel qu'il utilise, mais aussi le café, le thé et même le papier toilette. Et ils ont estimé pour la partie hors mobilier et matériel informatique que c'était un coût de 2 € par jour. Et le gouvernement du Pays-Bas a commencé à compenser un certain nombre de fonctionnaires pour cette perte de salaire. Autre élément de la crise économique et sociale que nous traversons, c'est la rupture du modèle de compétition. En fait, le modèle de compétition où il y aurait un seul vainqueur unique est dépassé. On le voit à travers les problématiques de sécurisation, notamment de lots de vaccins, de sécurisation de lots de masques, face à un problème qui est endémique, global, et pour lequel finalement les actions des uns impactent les autres. On est dans une logique aujourd'hui qui va aussi faire que, pour toujours être le meilleur, on est capable de lancer des plans de déforestation importants afin d'exporter toujours plus de bœuf, au risque d'oblitérer finalement le futur de la planète. On est aussi dans une logique où pour avoir de beaux cheveux blonds, on est prêt à consommer beaucoup plus d'eau, parce qu'en fait c'est quand même super important tout ça. Et aujourd'hui, certains font le parallèle entre les États-Unis et leur situation actuelle, et la décadence de l'Empire romain. Vous avez même un article sur Wikipédia à ce sujet. On est dans une situation aussi où on voit ressurgir tout un tas de relents protectionnistes, de nationalisme, et de situations totalement explosives,
la gestion de l'énergie, notamment entre la Grèce et la Turquie, l'impérialisme américain qui ressurgit, la méfiance envers la Chine et les antennes, notamment, tous les systèmes de réseau. Et tout ça fait que finalement, Jean-Yves Le Drian s'exprimait il y a quelque temps en disant « Ma crainte, c'est que le monde dans lequel nous vivons, le monde d'après, ressemble furieusement à celui d'avant, mais en pire. » Et pourtant, effectivement, nous sommes bien tous sur une seule et même planète. Une seule et même planète avec les mêmes ressources partagées. Et puis les actions des uns qui, forcément, ne peuvent pas ignorer celles des autres. Alors, deuxième élément de crise, la crise écologique. La crise écologique qui a plusieurs aspects, notamment le premier, c'est la gestion de nos ressources, que ce soit les déchets ou l'énergie. Les déchets qui sont aujourd'hui envoyés pour recyclage, principalement vers la Malaisie et l'Indonésie, parce que la Chine a refusé de les accueillir en 2018, qui traversent, qui font des parcours de plusieurs milliers de kilomètres, et sont refusés à l'arrivée parce que tout simplement ils sont illégaux, et qu'autrement ils finiraient dans des décharges sauvages. Alors attendez, c'est-à-dire qu'on a des déchets qu'on veut recycler pour démarche écologique, et on leur fait faire des milliers de kilomètres pour les recycler avec un voyage qui a forcément un impact écologique certain. Et ça choque personne. Alors effectivement, en vrai, les déchets, on ne les gère pas. Et la Terre a hérité d'un 7e continent, un continent de plastique, fait de 1800 milliards de bouts de plastique, 80 000 tonnes, et une surface aujourd'hui estimée à 1,6 million de kilomètres carrés, soit à peu près 3 fois la France. C'est pas mal. Autre problématique dans la gestion de nos ressources, ça va être la gestion de nos énergies. Nos énergies dont on en consomme finalement une quantité de plus en plus importante. Et suivant l'Agence internationale pour l'énergie, on estime qu'aujourd'hui, nous sommes à une consommation énergétique de près de 14 milliards de tonnes, et que celle-ci est en croissance de 40% depuis 2000. Alors effectivement, dans ce mix énergétique, quand on regarde de plus près, on se rend compte non seulement que le charbon, le gaz et le pétrole sont les énergies les plus consommées, les plus importantes, c'est-à-dire les énergies par essence non renouvelables, mais aussi que celles-ci représentent encore 65% du mix énergétique. On voit clairement que la gestion de l'énergie est un enjeu du XXIe siècle. Autre élément de cette crise écologique, c'est celui tout simplement de la crise climatique. Alors, Cotter est un auteur reconnu sur le changement, et pour parler du changement, il a écrit une fable où il parle de pingouins. Et dans cette fable, la banquise de ces pingouins fond. Mais la problématique, c'est que la banquise fond réellement. Cet été, on a atteint le plus bas historique de superficie de cette banquise, avec une surface estimée à 3,7 millions de kilomètres carrés, contre une moyenne de 6,3 millions de kilomètres carrés entre les années 80 et 2010. On a perdu la moitié de la surface. Je me souviens, quand j'étais petit, la Sibérie, pour moi, c'était le froid extrême. On a atteint des températures de 40 degrés cet été en Sibérie. Michael Lehman, directeur du Earth System Science Center de l'Université de Pennsylvanie, et spécialisé dans l'étude des climats, nous dit que le changement climatique intervient plus rapidement et de manière plus importante que tout ce que les modèles avaient prévu. Autre élément de notre impact écologique, celui sur la flore, notamment évidemment avec la problématique de déforestation de l'Amazonie. Une déforestation qui cette année est en progression de 2400 km² par rapport à 2019, une année qui était déjà catastrophique. Alors, certaines choses commencent à bouger, et notamment Casino s'est retrouvé attaqué de manière à ce qu'ils suivent le commerce illégal du bœuf qui est fait en Colombie et au Brésil. Pour autant, on est sur quelque chose où les actions sont encore relativement lentes. Et le débat sur la réintroduction des néonicotinoïdes en France, dans la culture de la betterave, montre qu'il y a encore du chemin à faire. Alors justement, si on parle de notre impact sur la faune, on se rend compte, suivant le WWF, qu'aujourd'hui, une espèce sur 3 serait menacée. Menacée d'extinction.
Alors, sur le flux, évidemment, d'actions directes de la part de l'homme, à travers son exploitation, à travers la chasse, mais aussi indirect à travers l'impact sur le climat. On a une quantité phénoménale de baleines retrouvées échouées, dont on ne sait pas très bien dire pour quelles raisons elles sont mortes, si ce n'est peut-être une influence du climat, du changement climatique. Évidemment, tout cela fragilise les écosystèmes et on se rend bien compte que la mort des insectes pollinisateurs, c'est à terme une conséquence pour l'avenir de l'homme. Alors aujourd'hui, on voit apparaître, émerger une conscience écologique importante, notamment chez nos nouvelles générations, chez les jeunes générations. Et on se rappelle ce proverbe africain cité par Antoine de Saint-Exupéry dans Terre des Hommes, qui nous dit « Nous n'héritons pas la terre de nos ancêtres, mais nous l'empruntons à nos enfants ». Alors Greta Thunberg, ça peut peut-être vous sembler un peu loin. À mon petit niveau, mon fils, 10 ans, était super fier il n'y a pas très longtemps de nous dire qu'il avait fait un sondage dans son magazine à propos de l'exploitation de Mars et qu'il avait répondu toutes les meilleures réponses écologiques possibles. Et si je vous parle de tout cet impact aujourd'hui de l'écologie, c'est que ça a un impact économique certain. On commence à avoir des procès pour l'écologie. L'État français a été attaqué pour inaction climatique en mars 2019. Suivant l'ONU Environnement, on a plus de 800 actions judiciaires qui sont intentées à l'échelle de la planète, dont plus de 600 pour le seul pays des États-Unis, en 2017. Et puis en janvier 2020, on voit que tout ça finalement quitte le domaine du gouvernement. Total est à son tour attaqué pour inaction climatique. Et cela touche du coup directement les problématiques de l'entreprise. Alors dernier élément de cette crise, la rupture générationnelle. Et oui, c'est digital natives. Ceux qui ont le pouvoir au bout des doigts. Ceux qui, au passage, travaillent avec des ergonomies d'interface bien éloignées de celles qu'ils vont rencontrer sur le marché du travail. Je vais passer un message personnel. Cette petite poussette, comme le nomme Michel Serres, petite poussette parce que, en fait, avec leur pouce, ils sont capables de taper sur leur smartphone bien plus rapidement qu'une dactylo en son temps. Et cette génération, qui aujourd'hui, lorsqu'on la questionne sur son avenir, eh bien, nous répond, c'est le slide d'après, nous répond, aujourd'hui, je ne veux plus être chef. Je veux être entrepreneur. Je vais être entrepreneur parce que je ne veux pas avoir un chef pour me dire ce que je dois faire. Je veux certes avoir un impact, mais le stress, le risque, la charge associée au travail du chef, je n'en veux pas. Également, c'est une génération qui refuse d'être infantilisée. C'est-à-dire qu'elle veut qu'on lui confie des responsabilités. Elle veut pouvoir avoir un impact. Et finalement, il n'y a rien d'étonnant à tout cela. Parce que quand on y réfléchit, nous sommes tous capables de prendre des décisions extrêmement engageantes dans nos cercles privés, qui nous engagent parfois sur toute une vie. Nous décidons de nous marier, nous décidons d'avoir des enfants, nous décidons de souscrire des prêts immobiliers sur des dizaines d'années. Pourquoi donc est-ce qu'en organisation, il nous faudrait demander 20 autorisations pour pouvoir lancer une dépense de moins de 20 €? Cette nouvelle génération, c'est aussi une génération qui est en quête de sens, qui recherche la réponse à la question de l'univers. Alors ce slide, il est pour les plus geeks d'entre vous, certains verront peut-être la référence. Cette réponse à la question de l'univers, au-delà du fait que ça serait 42, c'est surtout, finalement, dans un univers où je cherche à avoir un impact, je veux pouvoir travailler sur des choses qui ne sont pas superficielles. Des choses qui me semblent faire écho à mes croyances. Et pour l'anecdote, on m'a rapporté que dans une entreprise, un coach agile était tombé sur un document où il y avait une case à cocher à côté de laquelle il y avait écrit ZL. Il se dit, tiens, c'est bizarre, ça sert à quoi ce truc-là? Il pose la question, on le fait, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Par contre, on sait que si on n'a pas coché la case, après, le truc, il nous est refusé. Bon, ok, mais où est-ce que vous transmettez ça? C'est le département d'à côté. Il va voir le département d'à côté, il pose la question, mais en fait, elle sert à quoi cette case ZL? On ne sait pas trop, mais par contre, si c'est pas coché, nous, on doit refuser. Ouais, ça commence à être bien, là, votre affaire.
Alors, il décide d'aller fouiller, et cette entreprise avait un certain nombre d'archives, et il remonte comme ça à travers un certain nombre de documents, jusqu'à finir par trouver un exemplaire sur lequel cette case à cocher était écrite en toutes lettres. ZL pour zone libre. 70 ans qu'on cochait une case qui ne servait plus à rien. Alors effectivement, on peut finir par se demander si on ne fait pas tous des bullshit jobs, comme le dit David Graeber dans son livre éponyme. Et ça, face à une génération qui est aujourd'hui dans un culte de l'image, chirurgie esthétique, télé-réalité, Instagram, une importance de l'image qui est parfois douloureusement, voire ridiculeusement importante, eh bien, on est face à une génération qui va également chercher à ce que son travail lui révèle, lui renvoie une image positive, telle le miroir de Blanche-Neige. Mon travail doit me donner l'impression que je suis important. Alors, dans cette vision du travail, il faut se rendre compte qu'il y a bien la question du sens, élément de motivation intrinsèque, je le rappelle, et du partage de la vision. Mais dans le partage de la vision, ce qu'oublient souvent les organisations, c'est qu'il y a bien le côté partager la vision au sens diffuser la vision, mais il y a aussi le côté partager la vision au sens de j'adhère à cette vision. Et aujourd'hui encore, malheureusement, nous sommes encore relativement peu nombreux à adhérer aux visions de nos organisations. J'ai même envie de dire à pouvoir le faire. Alors, dernier élément de ces problématiques auxquelles sont associées ces nouvelles générations, c'est que, en tout cas, principalement pour la France, elles sont tout simplement mal formées aux besoins des entreprises aujourd'hui. En France, le système scolaire, c'est un système scolaire d'élitisme, dans lequel vous devez être le meilleur. Copier sur le voisin, c'est pas bien. On a parlé de l'importance du pair programming pour développer la polyvalence plus tard en entreprise. L'entreprise aujourd'hui a besoin de coopération, alors qu'on a formé les gens de manière à ce qu'ils soient dans la réussite individuelle. On a besoin de développer tout un tas de soft skills qui ne sont absolument pas enseignés en école. Ma fille, à 13 ans, me partageait récemment que l'important pour elle, c'était pas d'avoir des bonnes notes, c'était d'avoir compris. Oui, mais non, en fait. C'est-à-dire qu'à la fois, on est super fiers en tant que parents de voir que votre gamin a compris finalement le sens des choses, et en même temps, le système scolaire n'est pas du tout adapté à ce genre de vision. Alors, pour résumer sur cette partie, on est face à une triple crise. Une crise de confiance importante dans la formation, dans le politique, dans l'entreprise. Une crise économique qui voit réinventer le modèle du travail et le modèle de compétition. Une crise écologique dont on voit se dessiner un impact certain sur l'organisation. Et face à ça, nous sommes confrontés à de nouvelles générations qui sont dans d'autres demandes, qui ne veulent plus être infantilisées, qui sont en quête de sens. Alors, pour aborder notre dernière partie, les enjeux de l'entreprise du futur, ça va bien être de construire une forme d'adaptation à son environnement, une forme d'agilité, qui soit en écho de tout ça. Et la première des choses, c'est que l'entreprise va devoir quitter le masque, de manière à pouvoir réinstaurer une relation de confiance. Ce qui veut dire pour le manager, mettre de l'authenticité dans ses actes, dans ses propos. Si on parle de droit à l'essai, encore faut-il qu'il soit réel. Et on m'a rapporté une anecdote survenue chez vous, donc du coup je vous la partage, il y a un certain temps, où à un moment donné, alors je ne sais pas quel était le Michelin en question, enfin c'était un des fondateurs qui était encore là, et qui commençait à dire, mais en fait on a le droit à l'essai, enfin on a le droit à l'erreur. Mais par contre, il faudra faire tout juste. C'était ça hein, à peu près le discours. Du premier coup. Bon ben voilà, c'est pas encore gagné. C'est pas facile pour l'organisation d'accepter ce droit à l'essai. Du prochain coup, ça sera pas mal. Autre élément, ça va être de mettre de la transparence dans l'organisation. Et cette transparence, elle est essentielle. Si vous êtes dans une organisation qui est décentralisée, mais que vous n'avez pas de transparence, vous ne pouvez pas prendre des décisions locales qui soient cohérentes avec votre environnement. Vous avez besoin d'avoir le maximum d'informations et l'information la plus juste et la plus complète possible pour pouvoir réagir face à votre environnement. Donc la transparence dans l'organisation, c'est bien la libre circulation de l'information.
Et on sait que malheureusement, l'information étant le pouvoir, celle-ci est encore majoritairement contrôlée. Par ailleurs, c'est une organisation qui va aussi devoir travailler sur ses valeurs. Alors les valeurs, c'est pas les afficher quelque part dans un lobby. Ça, tout le monde le fait. Chez Enron, il y avait bien la confiance qui était affichée. Non, les valeurs, c'est pas les afficher quelque part dans un lobby, c'est les vivre surtout. C'est-à-dire avoir les histoires pour en témoigner, les actes pour les éclairer. Les valeurs qui sont sur ce slide sont celles d'une entreprise qu'on nomme tactile, par rapport aux initiales de chacune d'entre elles, et qui sont celles qui étaient mises en œuvre chez Whole Foods et rapportées dans un livre qui s'appelle Conscious Capitalism par Rajendra Sisodia et John Mackey, qui était le PDG fondateur de Whole Foods. Et chez Whole Foods, ils ont bien les histoires pour témoigner de tout ça. Notamment, à un moment donné, ils se retrouvent dans un supermarché, c'est une chaîne de supermarchés organiques, alors rachetée par Amazon il y a quelques années. Et alors qu'ils sont dans un contexte où il y a une tempête de neige qui menace, c'est sous l'influence de ces valeurs que cela a permis aux salariés de prendre la décision de laisser sortir tous les clients du magasin sans qu'ils payent, de manière à ce qu'ils puissent rentrer chez eux en toute sécurité. Ainsi, en France, lorsqu'on parle de l'entreprise libérée, et on entend souvent parler de l'histoire de Favy, lorsqu'ils décrivent leur modèle, ils n'écrivent pas un livre qui s'intitule « Le modèle de management selon Favy ». Ils sortent un livre qui s'intitule « Les belles histoires de Favy ». La culture de l'organisation, c'est les actes qui y sont exprimés. La somme des actes positifs qui y sont encouragés et des actes les plus négatifs qui sont encore tolérés. Au-delà de ces valeurs, il vient bien s'agir, évidemment, pour l'entreprise, de donner un sens, de donner une vision, un élément qui soit motivant et engageant. Et Roy Spence et Harley Rushing disaient que, qu'est-ce que le sens, finalement ? Eh bien, dit simplement, c'est une déclaration définitive à propos de la différence que vous essayez de faire. Si vous la concevez bien et l'exprimez avec clarté et passion, tout le reste devient fluide, tout devient logique. Alors, une bonne vision, ça représente finalement un formidable outil d'alignement dans l'organisation. Ça va être quelque chose qui va permettre de prendre des décisions locales. Mais si vous vous appelez Bayer, et que votre mantra c'est Science for a Better Life, lorsque vous rachetez Monsanto, il y a quelque part un problème. Une bonne vision, ça pourrait être celle de cet autre laboratoire pharmaceutique, Amgen, qui, lorsqu'on leur demande avec qui ils sont en compétition, ne vous répondent pas qu'ils sont en compétition avec Bayer, avec Pfizer, avec Roche ou tout autre laboratoire pharmaceutique, mais vous disent « Je crois bien qu'on est en compétition avec le cancer ». Et là, sentez à quel point vous avez une vision d'entreprise qui peut être engageante pour l'individu. L'entreprise de demain, c'est également une entreprise qui a une responsabilité sociétale certaine. Si l'on compare les profits d'Apple au PIB d'un pays, on se rend compte que Apple est aujourd'hui aussi important que l'Uruguay. C'est une capacité de dégager des profits qui est 4 fois plus importante que la Jamaïque, 10 fois plus que les îles Fidji. Pour mettre un peu de perspective avec quelque chose qui nous parle peut-être un peu plus, le Luxembourg n'a un PIB par habitant plus élevé que de seulement 20%. Quand vous avez ce genre de responsabilité, comme le dit un philosophe célèbre, avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités, enfin, tout le monde ne l'a pas, c'est pas grave. Eh bien, évidemment, vous devez faire attention à votre impact sur le monde. Et finalement, pourquoi je vous affiche ce slide de triple bottom line ? C'est qu'aujourd'hui, l'entreprise a une influence, non pas juste dans la recherche de profit, mais dans la gestion des hommes et la gestion de la planète. Il s'agit de développer tous les volets de CSR, tout ce qui est certification B Corp, tout ce qui est entreprise à mission, loi Pacte, tous ces modèles qui sont encore relativement émergents d'un point de vue juridique. Et vont permettre de justifier que vous recherchez non seulement le profit pour vos actionnaires, mais surtout le profit pour délivrer votre vision, de la même manière que l'être humain n'est pas là pour consommer de l'oxygène, mais utiliser de l'oxygène pour pouvoir vivre et atteindre une mission. Alors cette entreprise, pour pouvoir atteindre sa mission, elle va devoir baser son modèle de croissance sur autre chose que la finitude de nos ressources.
Alors on sent bien que si on base la croissance sur des choses qui sont finies, à un moment donné, il va y avoir un petit problème. Alors ces deux équations sont justes. Et vous vous dites à ce stade, oui, le gars, heureusement, il n'est pas comptable. Mais si, ces équations sont justes. Mais elles sont justes dans ce qu'on appelle l'économie de la connaissance, qui est la seule économie dans laquelle vous avez un partage qui vous enrichit et ne vous appauvrit pas. Je m'explique. Lorsque je vous partage une information, je ne la perds pas. Et pour autant, vous l'acquérez de votre côté. Et nous avons donc bien 1 moins 1 égale 2. C'est-à-dire une information que je donne et qui va s'ancrer dans nos deux savoirs respectifs. Par ailleurs, cette information que je vous partage rebondit aussi sur d'autres idées que vous pouvez avoir. Et en rebondissant, elle va susciter l'émergence d'une nouvelle idée. Et on a bien ce mécanisme de 1 plus 1 égale 3, où l'assemblage de deux informations donne quelque chose de plus riche. Alors finalement, aujourd'hui, si l'entreprise base son économie sur l'innovation, son potentiel de croissance est infini. En 1982, dans Critical Path, Buckminster Fuller parle de la Knowledge Doubling Curve. Il nous explique qu'en fait, jusqu'à peu près en 1900, l'intégralité du savoir humain, la quantité d'informations accumulées depuis la nuit des temps, doublait tous les 100 ans. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle double tous les 25 ans. Aujourd'hui, on estime qu'en moyenne, ça dépend des domaines de compétences, elle double tous les 13 mois. Et suivant IBM, avec l'arrivée de l'Internet des objets, la quantité d'informations supplémentaires générées fera qu'elle doublera toutes les 12 heures. On est bien dans quelque chose de totalement exponentiel. Alors évidemment, face à ça, on a un double enjeu. Le premier, c'est le tri de l'information. Le tri de l'information, et puis évidemment, en deuxième partie, la validité de l'information. On parle aujourd'hui de la demi-période du savoir, c'est-à-dire la durée de temps nécessaire avant qu'une information perde la moitié de sa valeur. En 1970, Alvin Toffler, dans Future Shock, nous dit « Les illettrés du XXIe siècle ne seront pas ceux qui ne sauront ni lire ni écrire, mais ceux qui ne sauront pas apprendre, désapprendre et réapprendre. » Pour ma part, je me souviens encore du temps où Pluton était une planète. Les choses changent extrêmement rapidement. Alors, on va revenir un petit peu sur cette équation de 1 plus 1 égale 3, de l'économie de la connaissance. Ce phénomène d'émergence qui, finalement, est un plaidoyer pour de la coopération en entreprise. En entreprise, j'ai même envie de dire cross-entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise de demain va aussi devoir baser son système économique non pas sur la compétition, mais sur cette coopération, où, en échangeant, nous nous enrichissons les uns des autres. Et tels ces suricates qui font le guet pour l'ensemble de la communauté, nous devons peut-être nous inspirer un petit peu de biomimétisme et se rendre compte que les espèces qui survivent sont celles qui coopèrent. Alors, chez Google, on a mené un projet pour essayer de déterminer quelles étaient les équipes les plus efficaces. C'est le projet Aristote, c'est une étude qui a duré plus de 2 ans. Et les conclusions de cette étude n'ont pas été de se rendre compte que finalement, les équipes les plus efficaces, c'était celles où les gens étaient les plus intelligents, celles qui avaient le plus de moyens, mais simplement celles où les gens faisaient preuve de plus de respect les uns envers les autres. Par ailleurs, on s'est rendu compte à travers une étude sur le bonheur qui a duré plus de 50 ans, que pour être heureux, nous avions besoin de relations sociales, de qualité. Et que plus nous avions de relations sociales, et plus non seulement nous étions évidemment heureux, mais nous vivions aussi plus longtemps et en meilleure santé. J'ai envie de dire, qu'est-ce que nous attendons ? Alors ne nous y trompons pas. Aujourd'hui, l'entreprise, elle n'a pas le choix. Elle va devoir évoluer. En 1975, Kodak invente l'appareil photographique numérique. En 2012, il dépose le bilan. Aujourd'hui, en 2014, 88% des entreprises qui composaient le classement du Fortune 500 de 55 ne sont plus dans ce même classement. Elles ont disparu. On estime que si, il y a plus de 50 ans, l'espérance moyenne d'une entreprise dans le Fortune 500 était de 75 ans, il tombe aujourd'hui à moins de 15 ans. C'est-à-dire que l'enjeu pour l'organisation, ce n'est pas de se transformer.
c'est de s'adapter en permanence. C'est de continuellement évoluer. Et non, il n'y a pas de solution miracle qui va faire que d'un seul coup, on va trouver le nouvel Eldorado, la nouvelle façon de se transformer, et qu'en la mettant en place, on va répondre à tous les problèmes. On est dans un environnement qui est changeant, et donc il va falloir en permanence et continuellement s'adapter à cet environnement. Alors j'aurais pu m'arrêter ici, et ça aurait été relativement vache de ma part. Bah oui, parce que c'est un challenge qui est loin d'être évident. On va essayer d'y répondre, et pour ça, on va faire appel à Chuck Norris, le seul homme qui a réussi à compter jusqu'à l'infini. 2 fois. Il y en a qui ont les mêmes références, ça fait plaisir. Alors, pour parler de l'adaptation au changement, il faut bien se rendre compte que notre premier obstacle, eh bien, c'est celui-ci. C'est notre cerveau. Alors, une coupe de cerveau, c'est pas forcément super sexy. J'ai essayé de faire des efforts. Alors, je vous préviens, c'est le quart d'heure E égale M6 de la présentation. En fait, dans notre cerveau, si vous regardez bien, on a tout d'abord la partie du cerveau reptilien, les ganglions de la base, qui sont des zones relativement anciennes dans le développement du cerveau. C'est des zones anciennes et donc c'est des zones qui ont été optimisées, qui consomment peu d'énergie. Le reptilien gère toutes nos habitudes et les ganglions de la base gèrent à la fois la mise en mouvement, mais aussi des mécanismes de motivation et d'émotion. Plus récemment, on a la partie du cortex préfrontal qui s'est développée, dans lequel vous allez avoir toute la pensée rationnelle. C'est une zone qui consomme énormément d'énergie. Une énergie qui est limitée. Quand vous devez prendre des décisions, vous sollicitez cette zone de manière extrêmement importante, et tout au long de la journée, moins vous avez d'énergie, et moins vous êtes capable de prendre de décisions. Et puis, au milieu de tout ça, on a une petite glande qui s'appelle l'amygdale, et qui est ici sur le schéma. Cette glande, elle est en lien à la fois avec le cortex préfrontal et le reptilien et les ganglions de la base. Et elle a un rôle à jouer dans la gestion de la peur. Alors comment elle se met en œuvre ? Eh bien tout simplement, lorsqu'à travers les informations qui passent à travers le cortex préfrontal, elle détecte un danger, elle va couper l'envoi d'énergie vers le cortex préfrontal. Autrement dit, vous n'êtes plus capable de penser de manière rationnelle. Et elle active toute la partie ganglion de la base et reptilien, c'est-à-dire la mise en mouvement et les habitudes, de manière à vous préparer à la fuite. Quand on a dit ça, on a un monsieur, David Rock, spécialiste en neuroleadership, qui a développé un modèle pour essayer de comprendre qu'est-ce qui faisait que cette amygdale détectait un danger. Eh bien, pour notre amygdale est un danger tout ce qui remet en cause notre statut, c'est le S de Scarf, son modèle, nos certitudes, le C, notre autonomie, notre relation aux autres, et enfin notre sentiment d'équité, autrement dit fairness en anglais. Toutes choses, on est bien d'accord, qui ne sont absolument pas sollicitées en cas de changement. Alors, pour autant, il faut bien comprendre que les ganglions de la base jouent aussi un rôle dans les mécanismes de motivation. Si vous êtes capable de présenter le changement de manière positive, alors ce n'est plus un mécanisme de fuite que vous déclenchez, mais pour le coup un mécanisme de recherche. C'est-à-dire que tout cela, ce sont des perceptions qui sont purement subjectives. Et que la façon dont vous allez présenter les choses peut faire qu'on ne perçoive pas de danger envers notre statut, nos certitudes ou notre autonomie. On peut même percevoir des choses qu'on aurait tendance à vouloir rechercher. Alors lorsqu'on veut commencer à créer le changement et à l'ancrer dans nos habitudes, finalement, le transférer vers le cerveau reptilien, il faut comprendre plusieurs choses. Et déjà, c'est que, oui, la physique quantique s'applique à notre cerveau. Les connexions y sont suffisamment fines, et on est bien dans cette problématique du chat dans sa boîte, dont on ne sait pas s'il est à la fois mort ou vivant. Et en physique quantique, sans être un expert, vous savez certainement qu'à partir du moment où vous observez, où vous portez votre attention, un état va se dessiner. Le chaton sera soit mort, soit vivant, mais à partir du moment où vous avez un observateur, les choses vont s'ancrer. De la même manière, face à un changement, à partir du moment où vous portez votre attention, eh bien, vous allez transformer ce changement en une habitude. Alors, ça pose plusieurs problématiques. Déjà, c'est que l'attention est limitée à 20 minutes. Donc, j'ai déjà perdu la moitié de la salle. Et puis, notre cerveau ne sait pas faire de multitasking. Et notamment,
la zone du cerveau qui vous permet de lire est la même qui vous permet d'écouter. Vous comprenez du coup pourquoi il y a relativement peu de texte sur mes slides. Alors, là aussi, David Rock va un poil plus loin. Il nous dit qu'il y a un modèle qu'il donne AGES qui permet de bien comprendre comment ancrer le changement dans une nouvelle habitude. Le A de AGES, c'est pour l'attention dont on vient de parler. Le G, c'est pour le fait d'aller générer des liens entre ce qui est nouveau et nos cartes mentales existantes. Il faut comprendre que dans votre cerveau, c'est un petit peu comme une espèce de carte Michelin, sur laquelle vous avez un certain nombre d'informations. Et lorsque vous voulez emporter une nouvelle, il faut la raccrocher à quelque chose d'existant, de manière à ce que vous puissiez l'intégrer. Le E de AGES, c'est pour l'émotion. Une petite dose d'émotion, encourageante, positive, qui va faire que, finalement, ce qui est un changement devient quelque chose d'agréable. Et enfin, le S d'AGES, il est pour spacing en anglais, autrement dit répétition. C'est-à-dire avoir des intervalles de temps qui vont nous permettre de revenir à cette action et petit à petit créer une habitude. Ça peut sembler compliqué, mais il faut savoir qu'en moyenne, il suffit d'une dizaine de jours pour créer une nouvelle habitude. Alors pour conclure, oui, l'agilité est un phénomène de mode, et certainement que le terme agile à un moment donné disparaîtra. Certainement aussi que les transformations agiles, au sens mise en place de Scrum, de Kanban ou d'autres autres frameworks, vont disparaître. De la même manière qu'aujourd'hui, on ne se pose plus la question de l'utilisation de l'informatique en entreprise. Cela deviendra quelque chose de naturel pour l'organisation. En revanche, si cette transformation va disparaître, l'évolution continuelle, l'adaptation au changement perpétuel, est bien là pour rester. Et pour conclure, je vais vous laisser sur cette phrase de Bouddha qui dit que rien n'est constant, sauf le changement. Je vous remercie. Et si vous avez des questions... Pas de questions? Ah, c'est la fin de la journée. À la fois, je vous ai épuisé en termes d'attention et puis votre niveau d'énergie. Moi, je pas évoqué le. Je pense que c'est dans la deuxième phase. Les difficultés. Le problème de vouloir aller vers une décision qui est distribuée avec des organisations et en retour de la valeur, de la valeur de la récompense, qui reste, lui, assez faiblement disponible et qui reste en modèle hiérarchique. Oui. Donc, évidemment, c'est une efficacité, mais aujourd'hui, c'est quelque chose de bloquant, c'est-à-dire que l'agile à l'échelle ne se fera pas dans les entreprises. Cette évolution-là ne se fait pas. Ou est-ce que, bon, ok, c'est une difficulté. Ouais. Alors, en reprenant la question, grosso modo, la difficulté, c'est de se dire, on veut un maximum de décentralisation, de prise de décision locale, et en même temps, on reste avec des systèmes qui sont encore relativement hiérarchiques, aussi bien individuels dans la récompense, et est-ce que tout ça peut se faire? Alors, déjà, j'ai jamais dit que c'était simple. Mais effectivement, on est face à une problématique qui est systémique. Et c'est bien pour ça que l'agilité quitte le seul domaine de l'IT. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous commencez à transformer les choses, eh bien, vous allez avoir des éléments qui vont émerger, il va falloir intervenir là-dessus. Aujourd'hui, la problématique RH, de gestion de la motivation, de gestion des carrières, est une problématique sur laquelle nous intervenons en tant qu'agilistes assez régulièrement, et de plus en plus. Parce que les entreprises ont bien conscience de ça. Elles ont conscience de ça, déjà parce que c'est nécessaire pour attirer de nouvelles générations, qui sont en quête d'autre chose que juste le parcours hiérarchique. Parce que c'est nécessaire aussi pour fidéliser des expertises dont nous avons besoin, et qui ont tendance à partir ailleurs autrement. Mais pour autant, il n'y a pas de réponse absolue aujourd'hui. Mais c'est évident qu'à partir du moment où vous commencez à changer quelque chose dans l'entreprise, eh bien, si vous êtes, j'ai envie de dire, acharné dans votre poursuite du changement et la résolution des problèmes, vous allez petit devoir détricoter un certain nombre de choses. Donc l'équipe autonome auto-organisée, c'est bien, mais derrière, comment j'assure son évolution? Les feature teams, c'est super chouette
comment j'assure la polyvalence. Si j'ai besoin de polyvalence, du coup, j'ai besoin de stabilité dans les équipes. Comment je m'assure qu'en fin de projet, les équipes ne soient pas démantelées. Du coup, comment je vais gérer les budgets dans l'organisation, de manière à pouvoir donner un petit peu de stabilité. Et puis, si les priorités changent en permanence, comment je fais lorsque j'ai un projet qui n'a plus de valeur pour pouvoir redistribuer l'argent qui lui a été alloué, etc., etc. Donc on est bien dans un challenge qui va nous prendre encore un certain temps. Le moment à partir duquel l'agilité sera naturelle dans les organisations, il est peut-être encore dans une dizaine, une vingtaine d'années. Oui, tu as commencé dans les organisations qui faisaient du développement de jeux. Ouais. Tu as entendu que nous, on fait du mode produit comme M. Jourdain sans le savoir, et là on a envie d'en faire un petit peu plus structuré. Donc, est-ce que tu as un conseil ou une bonne pratique, quelque chose que tu peux ramener de l'environnement développement de jeux dans ça, finalement, ça s'appliquerait aussi à des boîtes comme nous? Moi, je pense spontanément à un truc qui me semble assez essentiel, et on en reparle tout le temps, c'est de bien définir la vision, parce que c'est ça qui va vous permettre finalement d'aligner les réponses. Et dans l'industrie du jeu, moi j'ai travaillé longtemps chez Ubisoft, la première chose qu'on définissait lorsqu'on développait un jeu vidéo, c'était quelles sont les émotions qu'on veut faire ressentir à notre utilisateur. Et on n'allait pas plus loin que ça. Et on essayait ensuite de travailler à gérer cette courbe émotionnelle. Sachant qu'une courbe émotionnelle qui n'est qu'en progression n'a aucun intérêt. Donc à un moment donné, on peut même utiliser ça dans une transformation, dans un accompagnement vers un autre chemin, en se disant, oui, il y aura des difficultés, mais si on gère ça correctement, suite à une grande difficulté, il va y avoir une grande récompense. Et donc, première chose, c'est qu'on définissait ces émotions, et une fois que celles-ci étaient définies, vous avez dans cette industrie une multiplicité de métiers. Vous avez des scénaristes, des metteurs en scène, des dialoguistes, des gens spécialisés dans les effets sonores, d'autres dans la musique, des gens spécialisés dans l'animation, la réalisation 2D, la réalisation 3D, l'intelligence artificielle, le code 3D, etc., etc. C'est facilement une cinquantaine de métiers différents. Pourtant, même dans des entreprises différentes, même dans des pays différents, à travailler sur un même produit, sous le simple effet de cette vision de départ claire de quelles sont les émotions qu'on veut faire ressentir, on pouvait prendre localement les différents choix pertinents par rapport à cette atteinte, cette poursuite d'émotions. Donc ça, je pense que dans une culture produit, partir de ce qu'on cherche à avoir comme impact, qu'est-ce qu'on veut susciter chez notre client, c'est quelque chose d'extrêmement important. Au début, quand vous avez parlé d'organisation en mode produit, vous avez parlé d'organisation à plat. Oui. À votre avis, est-ce que c'est un prérequis, une conséquence? Quelle expérience vous avez de transformation comme ça dans une entreprise? Alors, effectivement, dans une organisation produit, on est majoritairement dans des modes de fonctionnement qui sont plutôt aplatis. Pour autant, ça ne nécessite pas nécessairement de changer la structure administrative de l'entreprise. Je m'explique. J'ai connu une organisation qui a réfléchi à sa transformation globale et qui s'est dit à un moment donné, je vais créer des entités qui vont être alignées par rapport au flux de valeur sur lequel je veux travailler. Du coup, je réfléchis en chambre pendant assez longtemps avec un certain nombre de cabinets de conseil et évidemment les investissements qui vont bien derrière, de manière à définir c'est quoi mes domaines d'activité principaux sur lesquels je veux créer de la valeur. Et ensuite, je vais mettre en place la structure administrative qui va faire que chacun sera rattaché à ça et je vais pouvoir fonctionner d'une manière plus à plat sans avoir les guéguerres entre les départements. Sauf que tout ça a pris du temps et que le premier jour où ils ont mis ça en place, le modèle était déjà dépassé parce que finalement, le business avait déjà pivoté. Pour autant, vous pouvez tout simplement dire, en fait, on met en place une organisation virtuelle, en surcouche des départements, et on est en bonne intelligence du fait que nous sommes tous au service de la réalisation du produit, et on se fiche de savoir à qui on reporte. De la même manière que vous allez utiliser des indicateurs, j'aimais beaucoup ce questionnement des indicateurs de la part d'Étienne, qui disait, je ne vais pas l'utiliser comme moyen finalement de contrôler ou de punir, mais plutôt comme moyen d'initier une réflexion. En fait, votre organisation, ce n'est pas un moyen de dire l'individu appartient à quelque chose, ou il est au service d'un chef unique, c'est un moyen de vous permettre de mieux délivrer la valeur que vous essayez de créer. Après, la tendance est effectivement que globalement, on va plutôt sur quelque chose à plat, parce que tout simplement, ça nous permet plus de réactivité. Non.
on a des systèmes de rémunération qui valorisent beaucoup la surface, le territoire. Donc plus j'ai de TP, plus j'ai de millions d'euros, plus j'ai de surface géographique, mieux je réussis. Ça crée des conflits de territoire en interne et des luttes internes en fait qui sont contre coopératives. Est-ce qu'il existe des systèmes de rémunération qui arrivent à rétribuer la coopération, et pas seulement dans l'instant, mais qui reconnaissent une progression de carrière sur la facilitation de la coopération par opposition au territoire? Oui, tout ça se développe. Alors, c'est relativement émergent encore. Mais on voit tout un tas d'expérimentations là-dessus. Par exemple, des entreprises dans lesquelles les salaires sont publics. Et du coup, vous pouvez questionner finalement la valeur de la personne au regard d'un salaire que vous connaissez. Donc, il y a moins de décalage entre l'apport individuel et puis son salaire, parce que tout simplement, c'est visible par tous et on se sent engagé par ça. C'est le cas dans notre équipe de coach agile chez nous. Donc ça, c'est intéressant. Il y a des décalages de salaire qui existent, qui sont importants. Mais pour autant, on les justifie et on les accepte assez facilement par rapport aux expertises de chacun. Il faut se rendre compte aussi que le rôle du manager évolue. On a toujours besoin de managers. Ce n'est pas parce que ça devient un plat qu'on n'a plus besoin de managers. Sauf qu'on n'est plus dans des managers de tâches, on est dans des managers de personnes. Et là, quand on a dit ça, on devient sur une dimension de leadership. Et pour avoir un leader, il faut des followers. Et les followers, ils vous suivent, non pas parce que vous avez un grade qui a été mis sur vos épaulettes, mais parce qu'à un moment donné, vous avez un savoir qui est reconnu, une expertise, et qu'on a envie de vous suivre sur ce sujet. Mais ça veut dire également que je vais peut-être suivre une personne sur un sujet donné, pendant une période de temps donnée, et une autre sur un autre sujet pendant une autre période de temps. Donc on va être aussi sur un rôle du manager qui va être, et du leadership qui va être beaucoup plus mouvant, en fonction d'un contexte, en fonction d'une activité. Et là aussi, plus vous avez de circulation de l'information, plus c'est évident d'identifier quel est le bon manager, le bon leader à un moment donné. Donc tout ça fait que, effectivement, on va quitter potentiellement ces problématiques de guerre de territoire, mais avoir toute la difficulté d'arriver à identifier des personnes qui sont, à un moment donné, capables d'être des leaders, qui vont embarquer les gens vers une vision, mais surtout avec le bon soutien pour qu'ils puissent développer leurs pleines compétences. C'est assez mécanique. Vous avez un manager de 10 personnes. Il a beau être Superman, qui d'abord est faillible face à la kryptonite, mais il ne va pas pouvoir faire autant que les 10 autres personnes qui sont en dessous. Donc s'il amène son énergie à faire que les 10 autres personnes qui sont en dessous ne sont jamais heurtées par le moindre obstacle, ou lorsqu'elles le rencontrent, sont capables de le faire sauter, là vous avez quelque chose qui avance. Et c'est loin d'être facile, parce que quand on vous propose une amélioration, toujours c'est « j'ai pas le temps ». Et j'aime bien cette image en plus pertinente chez vous, que vous avez peut-être vu circuler. C'est la personne qui est sollicitée pour une amélioration et il dit « j'ai pas le temps ». Il est en train d'avancer avec une brouette dont les roues sont carrées. Et vous arrivez avec votre beau pneu Michelin tout rond et simplement il n'a pas le temps. Aujourd'hui, la problématique dans les implémentations de l'agilité dans l'entreprise, c'est pas le choix du framework. Le choix du framework, c'est un prétexte. Vous pouvez mettre en place n'importe quel framework. L'idée, c'est que ce framework que vous allez utiliser, c'est votre point de départ. Ce n'est pas votre destination. La véritable problématique dans les organisations aujourd'hui, c'est que quand je vois un obstacle, il faut que je le résolve. Quand je vois un problème, il faut que je le traite. Quand je parle d'amélioration continue, je dois effectivement régulièrement améliorer quelque chose. Et si on échoue, ce n'est pas parce qu'on a le mauvais framework, c'est parce qu'on ne traite pas nos problèmes. Comment se comportent les syndicats dans les entreprises fiscales? Parce que j'ai vu des tracts qui circulaient au moment de la responsabilisation, etc. Et ouais. On a le sentiment que, comme certains managers, ils ont une perte de pouvoir et ils réagissent mal. Comment est-ce qu'on les... On a de tout. On a de tout et c'est lié au niveau de confiance que vous avez dans l'organisation. Carrefour a lancé il n'y a pas très longtemps une campagne Act for Food où il s'engage à supprimer un certain nombre de substances controversées. La première réaction de ma femme, c'était de dire « ouais, mais j'y crois pas ». Parce que l'image de l'entreprise, ce n'était pas une image d'une entreprise responsable. Maintenant, quand vous avez ça, globalement, moi j'ai pu voir qu'auprès des syndicats, l'agilité a plutôt eu un bon écho. Que ce côté autonomie, rendre le pouvoir aux travailleurs, ça a plutôt séduit. Pour autant, je connais effectivement des entreprises qui sont allées sur des chemins de libération, entre guillemets. Alors attention au terme, moi je préfère parler d'organisation plate. C'est plus neutre et on parle plus finalement du travail sur l'organisation que d'aller parler de bonheur au travail. Mais en tout cas, j'ai vu les entreprises aller vers ça, dans des logiques purement économiques, de se dire, on va virer tous les managers,
parce qu'on n'en aura pas besoin. Et donc là, effectivement, vous avez un retour de bâton assez immédiat de la part du syndicat et ça se passe très mal. Maintenant, si on arrive à établir cette relation de confiance, qu'on est très clair qu'on n'est pas là dans une espèce de caste sociale, etc., qu'on est en train de s'organiser différemment, mais qu'on embarquera tout le monde, et puis celui qui a porté sa valeur à un endroit donné va aller la porter à un autre endroit, là, il n'y a aucun souci, et les syndicats ont tendance à vous suivre. En tout cas, de ce que j'ai pu voir. Bon, écoutez, Je ouais. reviens Vas-y. sur la vision, quand même, qui se présente comme étant quelque chose d'important. Oui. Finalement, c'est quoi? C'est le manager qui est éclairé, qui a la vision, c'est bien. Enfin, c'est quoi son cycle de vie? C'est quoi, finalement, comment on l'a prévu, sachant que ça semble devenir de plus en plus... Une vision, ça doit être quelque chose de suffisamment fort pour vous permettre de faire pivoter votre business tout en continuant à respecter cette vision. J'ai plus le détail de la vision, mais je me souviens d'une entreprise au Japon qui a, je sais plus, je vais dire une bêtise que c'est pas exactement ça, mais c'est de cet ordre de changement. Ils travaillaient au départ dans le voyage et ils se sont mis à travailler sur des WC. Et toujours avec la même vision. En fait, je ne sais plus quelle était leur vision, mais ce que vous recherchez, c'est une vision qui vous permette finalement de délivrer un impact sur votre environnement. Alors, il y a celle qui est assez intéressante, en plus formulée à l'américaine avec un côté très pragmatique, de Southwest Airlines, qui vous disent « Nous sommes là pour connecter les gens au moment important de leur vie ». Et quand ils ont dit ça, ils ne vous ont pas dit qu'ils sont une compagnie aérienne. Ils vont dire que la différence qu'ils essayent de faire, c'est de connecter les gens au moment important de leur vie. Et ils vont plus loin en disant, à travers des vols, donc là on a effectivement la dimension de compagnie aérienne, qui sont fiables, pas chers et humains. Donc ils vous révèlent quels sont les moyens qu'ils vont utiliser pour vivre ça. Et il existe une vidéo de formation interne qui circule chez eux, qui illustre tout ça à travers des histoires clients. Alors à l'américaine avec les violons, tout ça, etc. Pour autant, c'est assez intéressant parce qu'on voit effectivement que cette vision permet à chacun localement de prendre des décisions. Par exemple, le père qui va être déployé en Afghanistan, on le voit parce qu'il est en uniforme, et puis le steward qui se dit « j'ai encore un petit peu de temps avant la fin de l'embarquement, allez, je fais monter les enfants à bord pour qu'ils puissent dire un dernier au revoir à leur père, qu'ils ne vont pas voir pendant 6 mois ». Vous avez ce genre de choses. Donc ce que vous cherchez, c'est une vision de cet ordre-là, et on quitte bien le côté purement économique, en se disant l'entreprise veut faire de l'argent, ça c'est une évidence, mais pour pouvoir connecter plus de gens au moment important de leur vie. Et c'est pour ça que c'est pas facile à exprimer. Alors après, il y a des grandes thématiques de vision. C'est un impact artistique, c'est un impact environnemental, c'est un impact sociétal. On est dans ce genre de choses. Mais après, qui peut se traduire à travers différentes articulations. Et puis évidemment, vous aurez la déclinaison locale de cette vision. On parlait de la problématique de déclinaison des objectifs. Comment est-ce que on peut transformer ça en indicateur? Comment est-ce qu'on peut faire que les équipes s'en chargent? Et la vision, elle est rarement... c'est un manager qui d'un seul coup la détient. C'est un travail d'équipe, ça remonte. Sur le terrain, chez FAVI, l'organisation en mini-usine, ils savent très bien auprès de qui ils sont, enfin au service de qui ils sont. Et il y a une déclinaison locale de la vision au service du client direct de la mini-usine. Croire en tant que manager que notre rôle ne serait que de définir la vision serait une erreur parce que, on la définirait pour tout le monde et on ne s'assure pas d'engager les gens. Et 2, finalement, le plus important, c'est surtout qu'on permette aux autres de pouvoir la délivrer et donc qu'on leur donne un maximum de soutien. Écoutez, je vous remercie.